Bienvenue dans ce cours sur les probabilités, destiné aux élèves de terminale. La probabilité, c'est la science du hasard. Elle nous permet de quantifier l'incertitude et de prendre de meilleures décisions face à l'aléatoire. Regardez la pièce de monnaie à l'écran. Quand on la lance, deux résultats sont possibles, face ou pile. Intuitivement, chacun a autant de chances de tomber. On dit que la probabilité d'obtenir face est égale à 1/2, soit 50%. C'est exactement ce que vous voyez, 1/2 signifie que, sur un très grand nombre de lancers, environ la moitié donnera face. Regardons maintenant un dé à 6 faces. Chaque face a la même chance d'apparaître. La probabilité d'obtenir le chiffre 1, ou 2, ou n'importe quel chiffre, est de 1 sur 6, soit environ 16,7%. Voilà l'idée fondamentale, une probabilité est un nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance qu'un événement se réalise. 0 signifie impossible. 1 signifie certain. Et entre les deux, on mesure le degré de vraisemblance. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à calculer des probabilités, à comprendre les événements conditionnels, à utiliser le théorème de Bayes, et à maîtriser la loi binomiale. Commençons. Pour parler de probabilité, on a besoin d'un vocabulaire précis. Commençons par l'univers, noté oméga. C'est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Dans l'exemple du dé à l'écran, l'univers est l'ensemble des 6 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque résultat possible s'appelle une issue élémentaire. À l'intérieur de l'univers, on définit des événements. Un événement est un sous-ensemble de l'univers, c'est un groupe d'issues qui nous intéresse. Regardez l'événement A en vert, c'est l'événement obtenir un nombre pair. Il regroupe les issues 2, 4 et 6. Ces 3 issues sont colorées en vert sur le schéma. Les autres, en rouge, forment l'événement complémentaire de A, noté à barre, c'est l'événement ne pas obtenir un nombre pair, autrement dit obtenir un nombre impair. La propriété fondamentale est celle que vous voyez en bas de l'écran, la probabilité de A plus la probabilité du complémentaire de A est toujours égale à 1. C'est logique, soit A se réalise, soit il ne se réalise pas. Ces deux cas couvrent toutes les possibilités. Cette propriété est très utile en pratique, si on connaît P de A, on obtient immédiatement P de A bar en faisant un moins P de A. Dans le cas dit équiprobable, c'est-à-dire quand toutes les issues ont la même probabilité, il existe une formule simple pour calculer une probabilité. La formule est la suivante, et elle est encadrée à l'écran, P de A est égal au nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Appliquons cela sur l'exemple du sac de billes que vous voyez. Ce sac contient 6 billes en tout, 3 rouges, 2 bleues et une verte. On tire une bille au hasard. Toutes les billes ont la même chance d'être tirées. Quelle est la probabilité de tirer une bille rouge? Il y a 3 billes rouges sur 6 au total. Donc P de rouge est égal à 3 sur 6, ce qui se simplifie en 1/2, soit 50%. Regardez, les 3 billes rouges sont encadrées en or à l'écran, ce sont les cas favorables. Quelle est la probabilité de tirer une bille bleue? 2 billes bleues sur 6. P de bleu vaut 2 sur 6, soit un tiers, environ 33,3%. Maintenant, vérification importante, si on additionne toutes les probabilités, on doit obtenir 1. 3 sur 6 plus 2 sur 6 plus 1 sur 6 égale 6 sur 6 égale 1. Cette vérification est toujours utile pour s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur dans la construction d'une loi de probabilité. Quand on travaille avec plusieurs événements, on a besoin d'opérations pour les combiner. Regardez le diagramme de Venn à l'écran. L'univers oméga est représenté par le rectangle. Les événements A en bleu et B en rouge sont représentés par des disques. Première opération, l'union de A et B, notée A union B. C'est l'événement A ou B se réalise, c'est-à-dire qu'au moins l'un des deux se produit. Sur le diagramme, les deux disques sont colorés en même temps, c'est tout ce qui appartient à A, ou à B, ou aux deux. La formule est P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B.
Pourquoi soustrayon P de A inter B? Parce que si on additionne P de A et P de B, on compte 2 fois la partie commune. Il faut donc la retrancher une fois. Deuxième opération, l'intersection de A et B, notée à inter B, en violet à l'écran. C'est l'événement A et B se réalisent tous les deux. Sur le diagramme, c'est la zone commune aux deux disques. Troisième opération, le complémentaire de A. C'est tout ce qui est dans l'univers mais pas dans A. Il est coloré en orange à l'écran. La formule est simple, P de A bar égale 1 moins P de A. Ces trois opérations forment la base du calcul des probabilités composées. Voici un concept central du cours, la probabilité conditionnelle. Imaginez que vous lancez un dé et qu'on vous dit le résultat est pair. Maintenant, quelle est la probabilité que ce soit un 6? L'information, le résultat est pair, a changé la situation. On raisonne désormais sur un univers réduit, les valeurs 2, 4 et 6. C'est cela, la probabilité conditionnelle, P de B sachant A, c'est la probabilité que B se réalise, étant donné qu'on sait que A est réalisé. La formule est à l'écran, P de B sachant A est égal à P de A inter B, divisé par P de A. Appliquons maintenant cette formule sur un arbre de probabilité. On tire 2 billes d'une urne contenant 4 rouges et 6 bleus, sans remise. L'arbre se construit niveau par niveau. Au premier niveau, 2 branches, billes rouges avec probabilité 4 sur 10, et billes bleues avec probabilité 6 sur 10. Au deuxième niveau, les probabilités changent car on n'a pas remis la bille, si on a tiré rouge, il reste 3 rouges et 6 bleus sur 9 billes au total. Sur chaque chemin de l'arbre, on multiplie les probabilités pour obtenir la probabilité du scénario complet. C'est la règle de multiplication, encadrée en bas de l'écran, P de A inter B est égal à P de A multiplié par P de B sachant A. Cette règle est à la base de nombreux calculs de probabilités composées. Deux événements A et B sont dits indépendants si la réalisation de l'un ne change pas la probabilité de l'autre. La définition mathématique est encadrée à l'écran, A et B sont indépendants si et seulement si P de A inter B est égal à P de A multiplié par P de B. Une conséquence immédiate, si A et B sont indépendants, alors P de B sachant A est égal à P de B tout court. Savoir que A s'est réalisé ne nous apprend rien sur B. Regardez l'exemple à l'écran, 2 lancers successifs d'un dé. Le premier lancer et le deuxième lancer sont clairement indépendants. Le résultat du premier lancer n'influence pas le résultat du deuxième. Les deux séries de dés sont représentées en bleu et en rouge. Ce sont deux expériences séparées. Pour calculer la probabilité d'obtenir 6 puis 6, on multiplie simplement, un sixième fois un sixième, ce qui donne 1 sur 36, environ 2,8%. En revanche, attention, si on tire des billes sans remise, les tirages successifs ne sont plus indépendants, comme on l'a vu dans l'arbre. La composition de l'urne change à chaque tirage. La distinction entre tirage avec remise et tirage sans remise est fondamentale pour déterminer si les événements sont indépendants. Voici maintenant un résultat très important, avec une application concrète qui surprend souvent. Imaginez un test médical pour dépister une maladie. La maladie touche 1% de la population. Le test est très fiable. S'il est administré à quelqu'un de malade, il est positif dans 95% des cas. S'il est administré à quelqu'un de sain, il est positif dans seulement 2% des cas, ce qu'on appelle un faux positif. L'arbre à l'écran représente tous ces scénarios. À gauche, la population se divise en malades, 1%, et sains, 99%. Chaque groupe se subdivise ensuite selon le résultat du test, positif ou négatif. Maintenant, posons la question qui compte vraiment, si le test est positif, quelle est la probabilité que la personne soit vraiment malade? La réponse n'est pas 95%. Intuitivement, on pourrait le croire, mais c'est faux. Le calcul, via le théorème de Bayes, est à l'écran. On prend la probabilité du chemin malade et test positif 1% fois 95% qu'on divise par la probabilité totale d'un test positif, qui inclut aussi les faux positifs.
Le résultat est environ 32%. Seulement 32% des personnes testées positives sont vraiment malades. Pourquoi ce résultat surprenant? Parce que la maladie est rare. Il y a beaucoup plus de personnes saines que de malades, et même si le taux de faux positifs est faible, le grand nombre de personnes saines génère beaucoup de faux positifs en valeur absolue. Ce résultat est fondamental en médecine, en droit, et partout où on raisonne avec des tests diagnostiques. Jusqu'à présent, on a calculé des probabilités d'événements. Maintenant, on va associer des nombres à ces événements, c'est la notion de variable aléatoire. Une variable aléatoire x est une fonction qui associe un nombre réel à chaque issue d'une expérience aléatoire. Regardons l'exemple du jeu à l'écran. On lance un dé. Les règles sont simples, si on obtient 5 ou 6, on gagne 2 euros. Sinon, on perd 1 euro. La variable aléatoire x représente le gain algébrique du joueur. X prend deux valeurs possibles, moins 1 euro, avec une probabilité de 4 sur 6 car 4 issues sur 6 donnent un résultat inférieur à 5. Et plus 2 euros, avec une probabilité de 2 sur 6. Ces informations sont résumées dans le tableau de distribution de x que vous voyez à l'écran. Le tableau liste en première ligne les valeurs que peut prendre x, et en deuxième ligne les probabilités correspondantes. Une condition importante, la somme de toutes les probabilités doit toujours valoir 1. Ici, 2 tiers plus 1 tiers vaut bien 1. À droite, le diagramme en bâton représente la même information graphiquement. La hauteur de chaque bâton est proportionnelle à sa probabilité. Cette représentation graphique permet de visualiser immédiatement quelle valeur est la plus probable et comment les probabilités sont réparties. L'espérance mathématique d'une variable aléatoire x, notée E de x, est la valeur moyenne qu'on obtient en répétant l'expérience un très grand nombre de fois. La formule est à l'écran, E de x est la somme, pour toutes les valeurs que peut prendre x, du produit de chaque valeur par sa probabilité. En d'autres termes, on fait une moyenne pondérée, chaque valeur est pondérée par sa probabilité d'apparition. Appliquons cela au jeu du dé. X vaut moins 1 avec probabilité 2 tiers, et plus 2 avec probabilité 1 tiers. E de x est donc égal à moins 1 fois 2 tiers, plus 2 fois 1 tiers. Ce qui donne moins 2 tiers plus 2 tiers, soit 0. L'espérance est nulle. Cela signifie que ce jeu est équitable, en moyenne, sur un grand nombre de parties, on ne gagne ni ne perd d'argent. Si l'espérance avait été positive, le jeu aurait été favorable aux joueurs. Si elle avait été négative, le jeu aurait été défavorable. Regardez la balance en bas de l'écran, l'espérance, c'est exactement le centre d'équilibre, le point d'appui qui maintient la balance horizontale. Le poids à gauche représente la probabilité 2 tiers de perdre 1 euro. Le poids à droite représente la probabilité 1 tiers de gagner 2 euros. Ils s'équilibrent parfaitement en 0, le jeu est équitable. L'espérance nous donne la valeur moyenne de x. Mais elle ne nous dit pas à quel point x peut s'éloigner de cette moyenne. C'est le rôle de la variance. La variance de x, notée V de x, mesure la dispersion des valeurs de x autour de l'espérance. La formule est celle qui est encadrée à l'écran, V de x est l'espérance du carré de l'écart à la moyenne, autrement dit la somme de chaque valeur de x moins mu, au carré, multipliée par la probabilité de cette valeur. L'écart type, noté sigma, est la racine carrée de la variance. Il est dans la même unité que x, ce qui le rend plus facile à interpréter. Regardez les deux distributions à l'écran. Elles ont toutes les deux la même espérance, mu égale 2. Mais la distribution bleue, à gauche, est très concentrée autour de 2. Sa variance est faible. La distribution rouge, à droite, est très dispersée, les valeurs 0 et 4 sont aussi probables que la valeur 2. Sa variance est grande. Même espérance, mais comportement très différent, c'est exactement ce que la variance permet de distinguer. La ligne dorée verticale à mu égale 2 représente l'espérance dans les deux cas. C'est toujours la même, mais l'étalement des barres est radicalement différent. En résumé,
l'espérance indique où se situe le centre de la distribution, et l'écart type indique à quel point les valeurs sont concentrées ou dispersées autour de ce centre. La loi binomiale est la loi de probabilité la plus importante du programme de terminale. Elle s'applique dans une situation précise, appelée schéma de Bernoulli, dont les conditions sont listées à l'écran. Condition 1. On répète n fois la même épreuve, de façon identique et indépendante. Condition 2. Chaque épreuve n'a que deux résultats possibles, qu'on appelle succès avec probabilité P, et échec avec probabilité 1 - P. Condition 3. La variable aléatoire x compte le nombre de succès sur les n épreuves. Dans ce cas, x suit une loi binomiale de paramètres n et p, notée x tidal b de n,p. La formule de la probabilité est encadrée à l'écran, p de x égale k est le coefficient binomial n sur k, multiplié par p puissance k, multiplié par 1 - p puissance n - k. Intuition, p puissance k représente la probabilité d'avoir exactement k succès, 1 - p puissance n - k représente la probabilité d'avoir n - k échec, et le coefficient binomial compte le nombre de façons d'ordonner ces k succès parmi n épreuves. Les formules de l'espérance et de la variance sont simples et belles, e de x est égal à n fois p, et v de x est égal à n fois p fois 1 - p. Regardez maintenant l'histogramme pour la loi binomiale de paramètres 10 et 0,3. Chaque barre représente la probabilité d'obtenir exactement k succès, pour k allant de 0 à 10. La barre la plus haute correspond à 3 succès. C'est normal, l'espérance vaut n fois p, soit 10 fois 0,3, égale à 3. La ligne dorée verticale marque exactement cette valeur. La distribution est légèrement asymétrique vers la droite car p est inférieur à 1,5. Faisons le point sur tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. La probabilité mesure la chance qu'un événement se réalise. Elle vaut le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles dans les situations équiprobables. Pour combiner des événements, on utilise l'union, l'intersection, et le complémentaire. La formule de l'union tient compte du fait qu'on pourrait compter 2 fois la partie commune. La probabilité conditionnelle de B sachant A mesure la probabilité de B quand on sait que A s'est réalisé. On la calcule avec la formule P de B sachant A égale P de A inter B sur P de A. L'arbre des probabilités est l'outil par excellence pour calculer des probabilités composées. On lit les probabilités sur les branches et on multiplie le long d'un chemin. Deux événements sont indépendants si la réalisation de l'un ne change pas la probabilité de l'autre. Cela se traduit par P de A inter B égale P de A fois P de B. Le théorème de Bayes permet de calculer une probabilité dans le sens inverse, comme la probabilité d'être malade sachant que le test est positif. Une variable aléatoire associe un nombre à chaque issue. Sa loi est décrite par un tableau de distribution ou un histogramme. L'espérance est la valeur moyenne. La variance et l'écart type mesurent la dispersion autour de cette moyenne. Enfin, la loi binomiale modélise le nombre de succès dans n répétitions indépendantes d'une épreuve à 2 issues. Si ce cours vous a aidé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres cours de terminale animés. À très bientôt.